Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sport. Bienvenue à Temps d'arrêt. Oui, donc en fait, au niveau des habiletés de vie, je pense que c'est un terme qui est quand même très abstrait pour les gens. Les gens sont davantage habitués au terme habileté mentale en sport. Une habileté de vie, essentiellement, ce que c'est une habileté qui va être développée par la pratique sportive. Donc, ça pourrait être, comme je disais, le travail d'équipe, la communication, la gestion des émotions, la fixation d'objectifs. Donc, on va vraiment développer par la pratique sportive. Et le mot le plus important, c'est transfert. Donc, il faut nécessairement que l'habileté qui a été développée en sport soit transférée dans un autre contexte de vie pour que ce soit considéré comme une habileté de vie et non simplement une habileté sportive. Euh, donc, le mot-clé, c'est vraiment le transfert qui est une condition essentielle à la définition des habiletés de vie. Comme j'expliquais en fait au début du podcast, si j'inscris mon enfant là, dans un sport d'équipe, équipe de basketball, de volleyball, et qui communique super bien sur le terrain avec ses coéquipiers, mais ensuite qui arrive à l'école, qui a un travail d'équipe à faire à l'école et qui ne parle plus, ne communique plus, ça voudrait dire que le jeune a développé cette habileté de vie-là en sport, mais a été incapable de le transférer dans un autre contexte de vie. Donc, le terme habileté de vie, en fait, si je peux me permettre une petite parenthèse puis revenir dans l'histoire un peu, ça a été développé par le chercheur Steve Danish. Donc, si je me trompe pas, il a développé ce qu'on appelle le Life Skills Center en Virginie aux États-Unis. Et la raison pour laquelle il a développé ce centre-là, c'est qu'il travaillait avec des athlètes olympiques et paralympiques et il réalisait que quand les athlètes arrivaient en fin de carrière, ils étaient souvent un peu déboussolés parce qu'ils avaient l'impression de tout d'un coup finir leur carrière, transitionner sur le marché du travail et ils avaient l'impression qu'il n'y avait aucune compétence qu'ils avaient acquise en sport qu'ils pouvaient retransférer dans leur nouvelle carrière, autrement dit. Et c'est pour ça qu'il a développé ce qu'on appelle le Life Skills Center. Essentiellement, un athlète qui va compétitionner à un très haut niveau, va nécessairement développer une très bonne capacité à gérer son temps. Va développer probablement des très bonnes habitudes de vie, et tout ce qui est hygiène de vie, alimentation, etc. Va développer une très bonne capacité à gérer la pression de performance. Et ça, c'est des habiletés qui se retrouvent dans le monde corporatif également. Donc, si je travaille pour une banque, je fais des grosses transactions, il faut que je sois capable de bien gérer la pression de performance. Si je travaille en équipe au travail, il faut que je sois capable de communiquer, d'être un bon team player. Donc, nécessairement, les habiletés que je développe en sport sont tout aussi utiles dans un autre contexte, mais il faut que je sois capable de faire ce transfert-là. Donc, voilà pour la petite histoire des habiletés de vie, puis d'où ça vient. Puis l'idée, c'est justement que le sport permette de développer pas juste des habiletés sportives, mais des habiletés de vie chez les athlètes. Et puis, moi, de te poser la question, pour dire la question qui tue peut-être, qu'est-ce qui influence justement le transfert? Parce que j'entends déjà plusieurs athlètes et ou entraîneurs qui étaient anciennement des athlètes Mm-hmm. qui me disent « Ah, ben c'est vrai, en bout de ligne, j'ai plein d'affaires que j'ai appris durant le sport, mais que j'ai juste pas réalisé que je pouvais transférer dans mon travail par la suite. » Comme gérer la pression de performance. Parce que gérer la pression de jouer un match devant 12 000 personnes, des fois, on oublie qu'il y a un lien avec gérer une présentation orale devant 60 collègues, par exemple. Donc, qu'est-ce qui influence le transfert et comment est-ce qu'on peut l'encourager? Parce que je pense que ça devient l'enjeu en bout de ligne. Oui, c'est une très bonne question. Puis comme je disais, tu sais, on peut pas penser que le simple fait de pratiquer un sport, automatiquement, on va réfléchir à d'autres contextes de vie dans lesquels je peux utiliser ces habiletés-là, puis que ça va me venir naturellement. Euh, Au niveau de la recherche sur les habiletés de vie, les chercheurs ont différencié deux approches par lesquelles on peut faciliter le développement et le transfert des habiletés de vie. Donc, on va avoir une approche qui va être plus implicite et une approche qui est plus explicite. Et c'est là que l'entraîneur, et pas juste l'entraîneur, mais toutes les personnes qui entourent l'athlète ont un rôle extrêmement important à jouer.
Au niveau de l'approche implicite, ce qu'on considère, ben, c'est que l'athlète, c'est un agent actif de son développement. Donc, autrement dit, on va dire que l'entraîneur n'a pas nécessairement un rôle délibéré à jouer pour amener l'athlète à être conscient des habiletés qu'il développe en sport et amener l'athlète à voir dans quel contexte de vie il pourrait le développer. Donc, autrement dit, l'athlète est l'agent actif de son propre développement et en autant que l'entraîneur structure un climat positif à l'entraînement, ben, on assume dans l'approche implicite que c'est l'athlète qui va être capable de faire ce transfert-là lui-même. À l'inverse, l'approche explicite, ce qu'on dit, c'est qu'il faut qu'il y ait un accompagnement délibéré de l'entraîneur ou des personnes qui entourent l'athlète pour conscientiser les athlètes aux habiletés qu'ils développent en sport et les amener à réfléchir de façon très explicite et délibérée aux façons qu'ils peuvent le réinvestir dans d'autres contextes de vie. Donc, là, vraiment, c'est l'adulte qui est en charge de faciliter ce processus-là de développement et de transfert des habiletés de vie. Et au niveau de la recherche, ça a beaucoup évolué, en fait, dans les dernières années, depuis les années 1990. Et ce qu'on remarque, ben, c'est qu'évidemment, les entraîneurs qui vont utiliser une approche explicite vont maximiser les chances qu'il y ait développement et transfert des habiletés de vie plutôt que de simplement créer un environnement ou un climat positif et d'espérer que l'athlète va le faire lui-même. C'est intéressant que tu dises ça parce que, en fait, moi, j'aurais assumé le contraire. Ou en fait, je suis un petit peu. En tout cas, du moins, ce que je comprends ou ce que moi j'avais pensé au départ, c'était que l'approche implicite serait peut-être plus efficace parce que là, c'est peut-être moi qui stéréotype les gens, puis bien entendu, il y en a plusieurs qui savent que je viens d'un domaine où est-ce que c'était très masculin, très militaire aussi comme structure, et qui est le football américain / le football canadien. On se comprend là-dedans. Moi, je vois déjà, il me semble, un jeune de 15 ans puis 16 ans être un peu plus réfractaire, un peu moins embarqué dans OK, bonjour les gars, aujourd'hui, je vais vous enseigner comment bien gérer votre temps. Puis là, je dis hey, le coach, là, pouce, mais pouce égal, tu sais, comme cancel un peu, ou des choses comme ça. Mais est-ce que je suis dans le champ? Est-ce que c'est encore possible? Non. Est-ce que c'est plus un continuum? Puis, parce que l'approche explicite, je peux comprendre qu'il y a une valeur. Puis, tu sais, là, j'ai caricaturisé un petit peu mon point de vue. Moi, j'aurais pensé que c'était peut-être un peu moins favorable, justement, à l'approche explicite. Ben, tu as tout à fait raison. Tu sais, dans le cadre de mon doctorat, justement, il y avait une partie un peu plus appliquée, là, où on a vraiment été en contexte de sport scolaire, puis on a fait des interventions. Et évidemment, ben, ce qu'on remarque, c'est que les gars en football, ça leur tente pas de parler de concentration, puis de saines habitudes alimentaires. Donc, il faut que l'entraîneur soit quand même. Et là, nous, en fait, ce qu'on essaie d'amener, c'est que l'enseignement des habiletés de vie ne devrait pas être séparé, en fait, de l'enseignement technique, tactique, sportif. Donc, on devrait être capable de l'intégrer à l'intérieur de l'entraînement. Donc, autrement dit, on va commencer, par exemple, un entraînement où on va demander au gars de faire une séquence de jeu précise. Ben, à ce moment-là, on peut parler d'attention ou de concentration. Donc, autrement dit, je vais prendre l'exemple du football. Au football, est-ce que les athlètes, à chaque séquence de jeu, avant que le sifflet parte, est-ce que les joueurs font réellement les étapes qu'ils devraient faire avant chaque séquence de jeu? Donc, être sur leurs orteils, regarder le positionnement du joueur adverse, se rappeler du compte de jeu. Et ça, c'est quelque chose de banal. Mais si on parle de concentration puis on parle de routine pré-point, ben c'est quelque chose qu'on peut intégrer à l'entraînement. Donc, on commence l'entraînement, puis là, avec les jeunes, on discute, hey, c'est quoi les choses auxquelles vous devriez réfléchir avant que votre séquence de points parte? Je vais prendre l'exemple du volleyball. Même chose, volleyball, ben c'est sûr que quand le jeu part, il faut que mes mains soient placées en avant. Il faut que je regarde la joueuse vers où elle va servir. Il faut que je sois pas, mes pieds doivent pas être statiques ou figés au sol. Il faut que mes pieds soient prêts à bouger, à être en mouvement. Donc, il y a moyen d'intégrer l'enseignement des habiletés de vie directement dans l'entraînement. Mais les entraîneurs ont souvent l'impression que, justement, un peu comme tu l'as dit, c'est la première réaction que j'ai des entraîneurs, c'est, ben là, de faire une leçon sur la fixation d'objectifs puis la concentration, les jeunes ne sont pas intéressés puis je vais les perdre. Mais quand on relie ça à la performance, puis qu'après ça, une fois que les jeunes sont embarqués, on peut dire, OK, ben à l'école, par exemple, quand tu t'apprêtes à répondre à une question à développement, tu sais, c'est quoi les étapes? Tu te fais-tu un plan de ta réponse avant de commencer à répondre? Donc là, on peut s'amuser, puis là, on peut l'amener dans d'autres contextes de vie. Mais je te dirais que oui,
Tu sais, la réponse que tu m'as donnée, c'est la réponse typique que j'ai de la part des athlètes, des entraîneurs. Ben là, un jeune de 15 ans, il a pas le goût de parler de